Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 83. Justinien, Restauratio Imperii. Alors dans le très divertissant Histoire secrète de Procope écrit au milieu du VIe siècle, on lit le passage suivant et je cite. Justinien, quelque jeune qu'il fut, devint maître du pouvoir, et fut pour les Romains la cause de calamités telles et si nombreuses que jamais on n'entendit le récit de pareil. Il se précipita sans scrupule dans la voie de l'homicide, à l'égard d'hommes qui n'avaient commis aucun délit, et dans celle des spoliations, à l'égard des richesses d'autrui. Ce n'était rien à ses yeux que de faire périr des milliers d'hommes, quelque innocents qu'ils fussent. Il n'eut aucun respect pour les institutions et changea incessamment toutes les lois, et pour tout dire en un mot, nul n'était plus audacieux que lui à corrompre les meilleures choses. Histoire secrète de Procope, chapitre 6. Alors, les spécialistes continuent de débattre jusqu'à aujourd'hui sur les raisons bizarres qui ont poussé Procope à écrire un pamphlet aussi haineux que les histoires secrètes. Un livre dans lequel il assassine littéralement ses anciens patrons, à commencer par l'empereur Justinien lui-même. D'autant que le contraste est total avec ses autres écrits célèbres sur les guerres de l'Empire, dont on a cité plusieurs passages dans les épisodes précédents. Des ouvrages où il flatte sans problème ces mêmes hommes qu'il a servi fidèlement sur les champs de bataille en Perse, en Tunisie ou en Italie. Alors, la théorie la plus partagée, c'est que notre homme a simplement fait son devoir, comme on dirait aujourd'hui, pendant des années, en servant de son mieux le palais impérial, que ça lui plaise ou non. Mais pour ce conservateur romain, sensible à l'injustice et au mal, le contraste entre les beaux principes de l'Empire romain et la réalité sur le terrain de l'exercice du pouvoir a dû assez le choquer, alors qu'il écrivait des rapports attendus et politiquement corrects sur les guerres de Byzance, pour qu'il veuille un jour dénoncer à toute force la face sombre de l'empereur. Et aussi rationaliser pourquoi l'œuvre politique à laquelle il avait consacré toute sa vie, à savoir la restauration de l'Empire romain, a si mal fini, ce qui n'est pas le plus petit paradoxe de cette période. Alors, pour les historiens modernes, et malgré cet assassinat littéraire, le bilan de Justinien est tout de même très positif. Notre homme est plutôt considéré au XXIe siècle comme le dernier grand leader romain à cheval entre Antiquité et Moyen-Âge, et porteur d'un vrai projet de restauration politique, même si tout n'a pas réussi sous ce rapport. Il faut dire que Justinien a été un personnage absolument considérable et décisif dans la transformation et la relance de l'Empire romain au VIe siècle. À son actif, pour ses 40 ans de règne, il faudrait noter des dizaines de chantiers menés à bien, avec sa refonte du Code des lois de l'Empire, sa réorganisation de l'administration ou même sa politique d'urbanisation, avec son projet le plus durable qui est Hagia Sophia, l'immense basilique transformée en mosquée au cœur de la ville moderne d'Istanbul, encore debout 15 siècles après sa construction. Notre homme ne partait pourtant pas avec toutes les chances de son côté. Justinien n'était qu'un obscur citoyen romain à la base, né dans la République moderne de Macédoine, autour de 482, dans une famille assez banale. Mais il a bénéficié d'un concours de circonstances extraordinaires pour obtenir le trône 40 ans plus tard. Car c'est son oncle, un certain Justin, qui a pris une bonne carrière militaire et devenu empereur à la faveur d'une transition confuse, en jouant de son rôle de chef de la garde impériale en 518 à la mort du prédécesseur. Et coup de chance, cet homme, déjà âgé à sa prise de pouvoir, n'ayant pas d'enfant, va donc léguer le trône à son neveu en 527, qu'il avait d'ailleurs parfaitement préparé pour ça. Justinien va ainsi régner pendant presque 40 ans à Byzance,
et aura à gérer un nombre impressionnant de défis, avec des controverses religieuses, des émeutes urbaines géantes à Constantinople et des crises sanitaires et sociales sans précédent. Mais notre homme va surtout laisser sa marque en profitant de la première accalmie sur les frontières pour se lancer dans sa grande œuvre de reconquête de l'Ouest. Alors, il n'y a probablement pas eu de projet planifié de A à Z derrière cette entreprise, mais la trêve signée avec les Sassanides en 532 a laissé les mains libres à Justinien pour utiliser sa force armée surpuissante et ses ressources incroyables afin de transformer en opportunité les casus belli successifs qu'il a trouvés contre les Vandales en Tunisie en 33, puis contre les Ostrogoths en Italie en 35 et enfin contre les Visigoths en Ibérie en 43. Alors ceci dit, il est quand même difficile de bien démêler les raisons de Justinien pour relancer les guerres à l'ouest. Est-ce qu'il a été obligé de se lancer dans ce projet pour sécuriser des ressources en recontrôlant toute la Méditerranée, en prévision de la reprise à terme des hostilités avec les Sassanides? Ou est-ce que sa haine de l'hérésie arienne, qui reste la caractéristique des royaumes barbares hormis le Regnum Francorum, était trop forte pour lui? Ou bien il faut tout mettre sur le dos de sa simple ambition, lui, l'occidental d'Illyrie, qui aimait l'ordre et la puissance et qui a rêvé toute sa vie de restaurer l'Empire dans ses frontières antiques, de Gibraltar jusqu'aux portes du désert d'Arabie. Dans tous les cas, sa reconquête ne va fonctionner que très partiellement et sérieusement déraper à partir des années 40. La reprise du royaume vandale en Tunisie est un succès, c'est vrai, mais la guerre des Goths en Italie va durer des décennies et ne se terminera jamais complètement. Quant à son attaque sur le royaume visigothique, elle ne dépassera jamais l'Andalousie, qui restera sous son contrôle que quelques décennies. Une longue période d'instabilité donc, qui s'est installée sur le pourtour méditerranéen, affaiblissant ou détruisant les monarchies barbares, mais sans vraiment profiter à l'Empire sur le long terme. Les Francs, eux, vont magistralement profiter de cette situation, avec leur pragmatisme habituel, pour ne pas dire leur cynisme. D'abord, en s'emparant des territoires qui perdent toute protection, comme l'Alémanie, la Provence et même une partie de la Bavière moderne, du fait de ce bazar généralisé entre les puissances du Sud qui détournent leur attention de ces périphéries. Et aussi pour les Francs, en arrachant ici ou là des bénéfices plus immédiats, que ce soit en jouant magistralement la carte de l'extorsion, en exigeant des paiements qu'ils acceptent des uns ou des autres, sans jamais respecter aucun engagement, ou encore en profitant du bazar pour piller des territoires déjà en ruine, comme l'Italie ostrogothique dans les années 40. Des décennies marquées par une rare duplicité, comme notre bon Procope l'avait déjà bien noté dans ses œuvres. La triste vérité, c'est que les crimes des Mérovingiens vont largement rester impunis, ce qui n'est sans doute pas très moral, mais objectivement le résultat de ce VIe siècle si bizarre. Au final, toute la reconquête justinienne va mal finir, et la deuxième partie de son règne, de 540 à 565, sera moins convaincante, avec une succession d'échecs et de désastres après avoir été portée par une conjoncture politique, économique et démographique exceptionnelle dans les années 30. Mais comme on l'a dit, avec la soi-disant pire année de l'humanité en 536, tout se met à dérailler à partir des années 40. Le climat, avec les probables éruptions volcaniques, mais surtout la crise sanitaire terrible avec la peste qui ravage l'Empire, conjuguée à des tremblements de terre catastrophiques et du retour de la guerre avec les Sassanides à l'est ou avec les Avars et les Slaves au nord. La cause fondamentale de l'échec de Justinien, c'est donc sans doute moins le manque de talent que le risque insensé pris ces années-là pour tenter cette reconquista en se basant sur des conditions socio-économiques ultra favorables qui n'étaient pas faites pour durer indéfiniment. Car la réalité a toujours tendance à vouloir revenir se venger, et l'empire de Justinien s'est retrouvé pris au piège, avec trop de catastrophes sur les bras et plus assez de ressources pour tout mener à bien. Ce qui conduira à cette fin de règne moins réussie, et à une masse de soucis pour ses successeurs, qui, malgré son héritage impressionnant, se retrouveront avec une situation assez ingérable sur le long terme, avec cet empire trop grand et trop fragile en même temps. C'est peut-être ça, la conclusion la plus spectaculaire pour le Regnum Francorum de cette reconquista ratée de Justinien des années 30. Si un empereur aussi riche, aussi puissant et disposant de telles ressources n'a pas réussi, tout le monde comprend dans la deuxième partie du VIe siècle que si l'Empire n'est pas mort, son grand retour en Occident n'est plus vraiment d'actualité. C'est le souci avec les grands coups de génie. Si même cela ne donne pas d'effet, tout le monde se relâche en se disant que dans ces conditions, on peut dormir sur ses deux oreilles. De fait,
sans changer d'un seul coup la face de l'Occident, l'échec de Justinien marque le début du grand reflux de l'Empire. Pas seulement sur le terrain, mais surtout dans les têtes. Concrètement, l'Empire romain apparaît peu à peu sous un nouveau jour. En tout cas, sous la plume des chroniqueurs, comme dans les courriers diplomatiques. De la puissance tutélaire et familière, un peu distante, mais perçue comme redoutable et présente un peu partout, jusque sur les pièces d'or frappées à l'effigie de l'empereur, on passe progressivement à une autre réalité. Une véritable puissance étrangère, dirions-nous. Un autre monde, un autre souverain, puissant, respecté, utile pour commercer ou dialoguer géopolitique en Europe centrale, afin de régler la question lombarde ou avare, mais fondamentalement lointain, très lointain, et qui n'est décidément plus le maître à l'ouest, où chacun comprend bien qu'après l'échec italien, l'éclatement de l'Empire de ce côté-là n'est pas un accident temporaire, mais bien le nouveau normal. Dommage pour Justinien et son grand projet de Make Rome Great Again. Et tant mieux pour les Mérovingiens, désormais aux commandes du seul territoire fort politiquement, culturellement et militairement à l'ouest, avec l'écroulement ou l'affaiblissement de ses grands rivaux historiques, Vandales, Ostrogoths et Visigoths. Justinien voulait recréer un empire à l'ouest. D'une certaine façon, il a réussi, en accélérant de fait la naissance de l'unique autre superpuissance encore debout dans la deuxième partie du VIe siècle, le temps de l'Empire mérovingien.